Commencer la quatrième session de notre cours de formation pour promouvoir une image positive des migrants et reconnaître leur contribution au développement de la région SADC. Et aujourd'hui, nous aurons une discussion ouverte sur les messages des campagnes clés, sur les travailleurs migrants, les politiques, les législations, les pratiques et les données sur la migration. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une présentation courte de Théo et après, nous passerons à la discussion que nous aurons ici avec Vincent et Charles. Et Macombo nous aidera avec la facilitation. Et je passe la parole avec Théo maintenant, qui a une présentation pour nous. Théo, tu as la parole. On ne t'entend pas. Merci beaucoup. Merci, Fernando. Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour être disponible ce matin. Et je vois que la plupart des participants ont le micro éteint. Je vous demande d'éteindre le micro. Vous aurez l'opportunité de parler d'ici peu. L'idée de cette session de ce matin est d'avoir une discussion ouverte, à moins qu'il y ait donc toute une série de petites présentations. Donc, nous pouvons avoir une discussion sur comment faire passer les messages clés sur les travailleurs migrants dans les médias et quelles sont les questions à cet égard et d'un point de vue institutionnel et du point de vue de l'OIT, le point de départ. Donc, nous aurons des questions. Nous allons commencer avec des informations pour alimenter la discussion. Et je voudrais partager maintenant mon écran. Fernando, je ne sais pas si j'ai l'autorité de faire ça, la possibilité de faire ça. Est-ce que tu peux partager l'écran? Oui. Oui, nous pouvons voir l'écran. Into presentation mode so we can see it bigger. Okay. There we go. Yes, now we can see. Thank you. Thanks, Fernando. Nous pouvons voir maintenant. Donc, nous essayons de commencer avec voir comment avoir une image positive des migrants et reconnaître leur contribution au développement de la région SADC. Et comment faire ça dans le contexte des médias. Je voudrais faire trois choses rapidement. Alors, je ferai une introduction générale à la migration de main-d'œuvre et après, je passerai à l'approche fondée sur les droits de l'OIT pour protéger les travailleurs migrants en termes généraux. Je n'entrerai pas dans les détails. Juste pour donner la possibilité de répondre. Et je ne vais pas approfondir. Et après, les messages clés aux médias sur les travailleurs migrants. Comment mettre l'accent en termes de ces messages. Voilà donc le plan pour ce matin. Donc, la présentation sera courte. Donc, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Et quand je présente,
Si vous regardez la présentation, alors quels sont vos défis pour ce type de matériel The challenges et if quels you sont give donc les challenges en ce qui concerne les messages à passer sur les migrants et les travailleurs migrants dans les médias. Donc, ne regardez pas que la présentation en termes d'information, la présentation peut être intéressante ou pas, mais si vous voulez parler sur ces questions d'information, vous avez la possibilité, on vous demande donc d'écouter vos commentaires. Ce n'est pas seulement une question de contenu de la présentation. Alors, voyons le contexte de la migration de main-d'œuvre. Et pourquoi parlons-nous de migration de main-d'œuvre? Il est estimé que le nombre de migrants internationaux est mis à jour par les Nations unies, par le Bureau des affaires économiques et sociales. Nous avons vu qu'il y a une croissance constante dans les chiffres de travailleurs migrants et une augmentation dans la proportion de travailleurs migrants dans le monde entier. Il est toujours difficile de savoir qu'est-ce qu'il se passe dans le futur, même avec les experts, mais il y a un consensus au moment. Le nombre de migrants internationaux va augmenter dans l'avenir et la proportion de migrants dans la population va augmenter. Il y a un certain nombre de raisons pour ça que j'ai mis à la fin de slide. Il y a des différences en matière de revenus dans le monde. Il y a beaucoup d'inégalités en termes de revenus entre les pays et au sein des pays. La migration au niveau national continue d'être importante aussi, pas seulement dans la région de la SADC, mais dans beaucoup de parties du monde. Alors, on se focalise sur la migration internationale ce matin et on voit beaucoup d'inégalités entre les pays, ce qui est un moteur de migration internationale. Mais il y a d'autres raisons, les différences dans les profils démographiques, il y a une communication accrue en ce qui concerne l'Internet, il y a le changement climatique qui est un moteur de migration, les personnes qui sont déplacées, les effets de la COVID qui a déterminé le retour des migrants des pays de destination cette année, mais à un moment donné, il y aura une tendance contraire et donc les personnes vont migrer à nouveau dans les pays de destination. Et en termes de travailleurs migrants, il y a une nouvelle estimation de l'OIT de juin. Nous avons vu qu'il y avait 169 millions de migrants en 2019, mais ce chiffre va augmenter à l'avenir. Donc, nous allons regarder le phénomène de croissance en termes de chiffres et en termes d'agenda politique. Il y a des analystes qui pensent que la migration sera la question de préoccupation pour beaucoup de décideurs politiques dans les années à venir. Et ça fait partie du fait que cette question a été négligée par le passé. La migration n'est pas quelque chose qui se termine parce qu'il y a des questions d'inégalité, mais il s'agit d'un développement d'opportunités pour les personnes qui ont plus d'informations et qui sont à la fin de la distribution du revenu. Et cela signifie que dans un certain nombre de cas,
Les personnes voient des opportunités ailleurs et des opportunités de voyager parce qu'il y a des ressources qui peuvent être utilisées. Voilà donc mon introduction sur la question de la migration de main-d'œuvre. J'ai déjà indiqué que la grande majorité des migrants se déplacent à la recherche d'un emploi et de meilleurs salaires. Une grande partie de la migration est étroitement liée au monde du travail. En termes de gouvernance, en termes d'administration du travail, de ministère du travail et d'autres ministères qui se focalisent sur la migration. Ils font également le ministère de la planification et les organisations d'employeurs et de travailleurs qui gardent un coup d'œil sur la migration pour plusieurs raisons. Donc, il y a une approche globale de l'OIT, juste pour chercher les politiques qui peuvent augmenter les bénéfices de la migration. L'approche de l'OIT est le suivant: plus de migration, meilleure la situation est. Donc, les organisations internationales pensent que s'il y a la migration de main-d'œuvre efficace, alors nous voulons l'avoir de manière régulière et organisée. Et pour l'OIT, il est important de garder un œil sur le marché du travail. Il y aura des marchandises si la migration est conforme aux besoins du marché et si ces besoins du marché peuvent être capturés en termes de systèmes d'information, de statistiques et en termes de ce que les organisations d'employeurs de travailleurs pensent en termes de besoins et en termes d'unité de travailleurs migrants et non migrants dans le marché du travail. Et du point de vue de l'OIT, nous avons 87 États membres et nous avons les représentants des organisations d'employeurs de travailleurs qui se rencontrent à la conférence internationale du travail et la migration est régulièrement à l'ordre du jour de la conférence en termes de rapports, de nouvelles enquêtes, de chiffres de travailleurs migrants. Et ça génère beaucoup de discussions, en partie parce que c'est un phénomène en croissance et partiellement en raison de la position des travailleurs migrants, très souvent vulnérables. Et cela m'amène à la question de l'approche principale de l'OIT, c'est-à-dire offrir de présenter les normes internationales du travail pour les travailleurs migrants et pour les travailleurs non migrants aussi. Donc, l'OIT propose une approche fondée sur les droits du travail avec un accent donc sur des droits des travailleurs et des droits minimums exprimés dans les normes internationales du travail qui s'appliquent à tous les travailleurs en principe. Mais un des messages clés de l'OIT qui concerne les travailleurs migrants est que les travailleurs migrants sont comme les autres travailleurs et les normes internationales du travail doivent être appliquées aux travailleurs migrants comme aux autres travailleurs. Le travailleur migrant est un travailleur qui doit avoir un salaire minimum, mais il est plus difficile pour ces travailleurs migrants disons, parler avec l'employeur, de demander à l'employeur le salaire minimum. Et très souvent, la position des travailleurs
migrants est plus vulnérable que celle des travailleurs parce qu'il s'agit d'un travailleur migrant. Et donc, il y a des canaux dans les pays étrangers, mais sans emploi, il est difficile pour les travailleurs migrants pour trouver une manière pour vivre, pour trouver les réseaux, pour continuer et avoir un revenu. Très souvent, les travailleurs migrants se trouvent dans une situation de compétence faible avec une position faible de négociation. On parle de travailleurs migrants, certains sont très qualifiés, mais au, au fond de la gamme de compétences, très souvent, les travailleurs migrants ont des emplois à faible compétence et il y a ce risque très présent pour les travailleurs migrants. C'est l'une des raisons pour laquelle la migration de main-d'œuvre est toujours à l'ordre du jour à partir du début de l'organisation mentionnée dans la Constitution de l'OIT. Et donc, il y a un certain nombre de raisons en termes de chiffres aussi. Et je peux présenter ces chiffres à nouveau dans des slides, juste pour montrer que les travailleurs migrants se trouvent dans une position plus vulnérable que les travailleurs non migrants. Pour cette raison, nous pensons aussi en termes de couverture par les médias. Et donc, il est important de s'assurer que les travailleurs migrants ont le même niveau et que les travailleurs non migrants, y compris les messages des médias. Je pense qu'il est important pour l'OIT de ne pas partir d'une position que tous les migrants sont la cause d'un certain problème, mais il faut partir de cette position. Les travailleurs migrants sont des travailleurs comme tout autre travailleur. Et donc, si vous pensez qu'il y a une raison pour dire que les travailleurs migrants sont la cause du problème, donc il faut contrôler les faits. Il ne faut pas copier ce que les autres font ou disent. Et pour l'OIT, les normes internationales du travail sont le point de départ. Il y a un certain nombre de documents qui sont indiqués dans la présentation avec des informations déjà disponibles sur le site web de l'OIT et la présentation donne le lien des normes internationales du travail à partir de l'agenda de l'OIT avec un aperçu de ces questions qui sont particulièrement importantes pour les travailleurs migrants et avec des normes internationales du travail qui se focalisent sur les travailleurs migrants qui doivent être considérés comme le focus de ces questions de particulière importance. Pas toutes les normes regardent ça, mais il y a également la liste du travail décent avec des points qui concernent les travailleurs migrants aussi. Et donc, l'approche de l'OIT essaye de trouver un niveau équitable pour les travailleurs migrants aussi, de manière que les travailleurs migrants ne se trouvent pas dans une situation défavorisée par rapport aux autres travailleurs non migrants. Je pense que j'ai abordé la plupart de ce qui est dans ce slide et maintenant, je voudrais parler des premières questions. Très souvent, les travailleurs migrants ne bénéficient pas d'un traitement équitable. Il y a des questions de ce type. Et c'est une autre raison pour utiliser le message des médias pour montrer le fait qu'il faut avoir un niveau équitable. Les travailleurs migrants, très souvent, ne sont pas entièrement représentés
dans les syndicats comme les autres travailleurs. Cela est permis, mais en pratique, en théorie, mais en pratique, c'est plus difficile. Plus difficile d'avoir la même représentation que les travailleurs non migrants. Et il y a des messages clés que je voudrais indiquer, surtout dans le contexte de la COVID. Un des messages que nous avons essayé de diffuser est que les travailleurs migrants doivent être inclus dans les politiques nationales. Alors, j'ai mentionné quelque chose du point de vue de l'OIT en ce qui concerne les normes internationales du travail, concerne le niveau équitable dans tous les domaines du travail. Et la COVID est une autre dimension du marché du travail. Quand nous voyons que les travailleurs migrants doivent être traités de la même manière que les travailleurs non migrants. Si on pense que dans beaucoup de pays se trouvent dans la phase de la campagne de vaccination, donc d'un certain point de vue, si on exclut certaines parties de la population, on augmente le risque pour la partie restante de la population parce qu'une partie de la population n'est pas vaccinée. Donc, il est important d'avoir une grande partie de la population vaccinée, surtout pour les travailleurs migrants aussi. Il y a 2 ou 3 mois, en Afrique du Sud, il y a eu des informations qui proviennent des bureaux du gouvernement. Au début, l'Afrique du Sud était réticente à vacciner surtout les documents les migrants sans papier. Mais il y a eu un autre type de message dans les médias qui disait nous devrions essayer de vacciner tout le monde et je pense que c'est la politique officielle maintenant. Et donc, le pays essaye de vacciner tout le monde. Ça concerne la vaccination, ça concerne également le soutien pour des travailleurs migrants. Donc, en général, il n'y a aucune raison économiquement valable pour exclure groupes de population grappe tels que les migrants, par exemple. Le besoin de, en effet, mettre en lumière ce qui se passe par rapport à la croissance du mouvement migratoire et les finances publiques. On en a parlé il y a une semaine et on a mis en évidence qu'il est difficile de voir comment la migration peut être un flux en croissance et peut-être il y a des raisons économiques. En tout cas, le point de départ par rapport à la couverture médiatique est que dans les médias, on voit souvent le fait que les migrants sont considérés une menace. Et donc, le risque pour la population d'origine est que les travailleurs migrants, on dit, ils vont remplacer les non-migrants en termes d'emploi. Mais ce risque est extrêmement limité. C'est plutôt le contraire. En effet, les migrants vont créer des emplois pour les travailleurs non migrants. Cela a été maintes fois mis en évidence dans la plupart des pays de destination. En Afrique du Sud, on a mis en évidence, même par la Banque mondiale et l'OIT, il y a une semaine, on a vu que oui, certainement, on peut avoir une certaine
forme de concurrence parmi les travailleurs, mais ce n'est pas la règle générale. En général, le cadre par rapport aux effets économiques des travailleurs migrants est en général positif. Le besoin de considérer les normes internationales du travail, je l'ai dit, eh bien, sont valables pour les travailleurs migrants et non migrants. Et bien sûr, si les normes ne sont pas appliquées aux travailleurs migrants, on aura certainement des effets économiques et sociaux très négatifs en termes d'exploitation des gens. Si on n'applique pas le concept de salaire minimum, et les travailleurs migrants vont souffrir, mais aussi bien les travailleurs non migrants. Le risque est celui d'être surmonté par d'autres travailleurs migrants qui vont aller contre la loi. C'est donc en pratique véritablement négatif quand les normes ne sont pas appliquées. Et typiquement, ce n'est pas la faute des travailleurs migrants. Bien sûr, les travailleurs migrants vont certainement préférer un salaire minimum par rapport à un salaire qui est bien en dessous du minimum. Il y a d'autres situations où certaines normes ne sont pas mises en vigueur, tandis qu'elles devraient l'être. Donc, la mise en vigueur des normes internationales, surtout dans le contexte de l'Afrique, est extrêmement important. Un autre point qui est en lumière, et je le dis ici, considérant le nombre en augmentation dans les pays SADC qui sont dans un processus d'élaborer des politiques sur la migration des travailleurs. C'est un engagement international dans le contexte des pays SADC et dans le contexte de l'Union africaine. On peut s'attendre que cela va engendrer et créer de plus en plus de couverture par rapport aux médias dans les mois à venir. Et donc, cela est très important dans ce contexte. Donc, faire attention à ces politiques qui souvent donnent un cadre général sur le contexte du travail et des migrants. Particulièrement du côté de l'OIT, le tout devrait être en ligne avec les engagements internationaux. Donc, les politiques de migration des travailleurs devaient être en ligne avec ce qu'on a considéré comme un accord général dans les pays du SADC et au sein des pays de l'Union africaine. Ce qu'on voit de temps en temps est qu'il y a un écart entre ce qu'on comprend par rapport à ce qui existe au niveau de SADC, au niveau international, et ce qui existe au niveau national et ce que les médias nous racontent. Je voudrais terminer ma présentation en vous disant que non seulement pendant cette formation, mais aussi après la formation, contactez-moi même plutôt que nos collègues de l'OIT par rapport aux engagements internationaux auxquels faire référence, par exemple, dans vos activités de médias. Je voudrais m'arrêter là en termes de présentation. J'ai déjà dit, je ne veux pas parler tout le temps, car ce matin, avec les facilitateurs, on a dit qu'il faut commencer avec les questions. Donc, c'est bien de suivre les présentations, surtout considérant la contribution économique des migrants, la contribution de ces travailleurs donc au développement, l'application des normes internationales aux travailleurs migrants. On voudrait savoir quels sont les défis que vous rencontrez par rapport à ces sujets, à ces thèmes, comment écrire sur les médias par rapport à ces thèmes, comment porter
ces messages. Quels sont donc les problèmes? Quelles sont les préoccupations que vous avez peut-être et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour arriver à une solution encore? Merci beaucoup de votre attention. Je voudrais donner la parole maintenant à Fernando. Je pense voir comment ça se passe, peut-être les collègues de l'OIM. Merci beaucoup, Théo, d'avoir souligné et de nous avoir donné ces messages clés. On commence donc avec notre discussion ouverte. Pardon. Avant de continuer et donc passer aux questions et réponses, on voudrait parler avec OIM, notre agence de partenariat. On travaille en étroite collaboration avec eux. Donc, il faudrait souligner quels sont les domaines où IOM s'est focalisé et quels sont les messages clés sur les travailleurs migrants. Et puis, on peut passer à la session questions-réponses. Les participants doivent commencer et écrire dans la boîte à conversation, ou plutôt tout en levant leurs mains, et ils peuvent prendre la parole. Mais maintenant, je pense que l'on peut passer à cette intervention pour l'IOM. Je lui donne la parole et puis on passe aux questions. Merci beaucoup, Fernando. Merci de la présentation. Je vois, il y a déjà beaucoup de questions. Donc, après, on donnera la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Makungu, Fernando et Théo. Et bonjour tout le monde. Apparemment, j'ai un petit problème avec ma caméra, c'est-à-dire vous ne pouvez pas me voir, mais pas de problème. Je pense passer directement à ma présentation. Je veux partager mon écran. Je ne sais pas si je suis en mesure de le faire ou peut-être maintenant il y a un autre écran déjà partagé, un autre diapo. Très bien. Peut-être maintenant vous avez la possibilité de voir ces clichés. Eh bien, toute première instance, merci beaucoup d'avoir donné cette opportunité et de m'avoir invité à cette session sur la migration et le travail, un thème de plus en plus important en termes de dimension. Aussi, la migration en général est un phénomène qui est vraiment vieux comme le monde. Et, typiquement, ce phénomène ne va s'arrêter à court terme quand même, considérant que le monde est de plus en plus globalisé. Donc, comme on a déjà dit, l'OIM a vraiment incorporé ce concept de faire face à ce problème pour les avantages de tous les pays, des flux migratoires, des migrants qui se déplacent pour des raisons de travail. Je comprends qu'il y a surtout des journalistes. Et les journalistes sont en quelque sorte des chercheurs dans leurs efforts de couvrir plusieurs thèmes. Et donc, il leur est demandé de vraiment faire beaucoup de recherches, mais je sais, ce n'est pas toujours simple de trouver la bonne orientation. Nous pouvons les assister, les soutenir. Et voilà l'un des objectifs de la formation. Je voudrais créer en quelque sorte des liaisons, sorte de connexion avec les membres des médias et les collègues. Quand on pense à bien sélectionner les documents les plus importants pour nous, on les a déjà mentionnés, je pense.
Un, par exemple, est le Global Compact on Migration. Donc, le deuxième, c'est l'agenda ODD 30, pardon, et les stratégies régionales pour les pays SADC que l'Organisation mondiale sur la migration a incorporées. Voilà. Je voudrais commencer avec les stratégies régionales. Je vais être très bref car ce n'est pas le moment de tout simplement être redondant. Vous avez entendu le point de vue de l'OIT, mais il y a une stratégie régionale qui se focalise sur certains objectifs et domaines. Ils sont 10. Il y en a 2 qui se focalisent sur la migration et le travail. C'est par exemple ce qu'on appelle la area numéro 4. Et ici, on parle du travail qui est travaillé afin d'arriver à une migration de travailleurs qui puissent apporter des avantages aux travailleurs migrants et aux employeurs. Dans ce cas, vous devez considérer les ODD 1, 4, 5, 8 et 10. Qu'est-ce que cela veut dire? En général, je l'ai écrit car cette présentation va être partagée avec tous les participants. Donc, c'était préparé à l'avance pour la traduction successive. Donc, l'OIM va soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques sur la migration des travailleurs au niveau subnational, national et régional dans l'Afrique du Sud ou dans l'Afrique afin que les migrants, les travailleurs migrants soient protégés et leurs mouvements soient mieux gérés. Cela est fait en collaboration avec le SADC, le marché commun pour l'Afrique australe et orientale, la COMESA, la Commission de l'océan Indien, et donc le secteur privé, les États membres, les syndicats et autres parties prenantes à travers des cadres interrégionaux, inter-États et mobilité du travail sud-sud. Il y a d'autres domaines où se focaliser pour ce qui est de la migration des travailleurs. C'est ce qu'on appelle numéro 1. La précédente est focalisée sur la migration surtout, mais ici, on pense à renforcer les liens entre la migration et le développement aux avantages des pays d'origine et de destination, aussi bien qu'aux migrants même, en ligne avec les ODD, en ce cas 1, 10, 11 et 16. Pour vous donner une sorte d'orientation, des directions vers les sources que vous pouvez voir et identifier quand vous vous penchez sur les histoires de nos travailleurs migrants et aussi pour comprendre à fond la culture. Il faut vraiment considérer la migration des travailleurs comme vraiment quelque chose qui va donner des avantages non seulement pour le pays hôte, mais aussi pour justement cette force de travail à l'intérieur du pays hôte et surtout en termes de transfert d'argent vers les pays d'origine. Il faut toujours garder à l'esprit ce message quand on raconte les histoires des travailleurs migrants. Stratégie et priorité stratégique. Nous avons 3 priorités stratégiques parmi les 10 objectifs: la résilience, la mobilité, la gouvernance. Et ce qui compte ici, encore une fois, les liens, la connexion entre tous ces documents si importants qui sont absolument accessibles en ligne aujourd'hui. L'important, c'est celle de promouvoir une approche holistique à tous les niveaux et exploiter l'effet de levier du Global Compact. Donc, c'est un document très important et l'agenda 2030 et les ODD. Dans ce document GCM que j'ai mentionné,
Peut-être, on a déjà parlé, mais il y a 23 objectifs qui sont soulignés en rouge, par exemple, car ils s'occupent de la migration du travail. Et je ne vais pas me pencher sur chacun de ces objectifs. Il y a déjà des collègues qui vont faire partie de cette conversation et peuvent en effet élaborer sur ces objectifs. Mais il est très important de comprendre la migration et les travailleurs migrants. Et voilà pourquoi il est important de les vraiment analyser au fond. Je pense ne pas me pencher sur ce cliché. S'il y a les ODD par rapport à l'OIM, nous avons une initiative qui s'appelle Initiative DISC, c'est-à-dire diversité, inclusion et cohésion sociale. C'est très clair, mais les termes cohésion sociale, on a vraiment voulu la souligner et la mettre en évidence, car même si nous devons prendre le cas de l'Afrique du Sud, on sait que de temps en temps, il y a des difficultés par rapport aux problèmes liés à la xénophobie, qui soulignent vraiment les difficultés et les tas de conflits, visions conflictuelles, émotions, par rapport à la présence de travailleurs non sud-africains et dont la provenance est assez variée, même si toujours dans le continent. Donc, la cohésion sociale est extrêmement importante, car c'est justement au sein de cela que l'on cherche à, pour ainsi dire, arriver à éliminer certains conflits liés à la xénophobie, éliminer certaines situations de manque de confort par rapport à la présence de certains groupes, car très souvent, ces sentiments viennent justement du manque de connaissances, manque d'informations. Voilà pourquoi on a vraiment mis en lumière et souligné qu'il y a des avantages mutuels dans ces phénomènes de migration de travailleurs, qui est vraiment enraciné dans cette initiative DISC. Et donc, on continue avec l'autre définition. L'intégration des migrants est une composante essentielle d'une gestion de migration qui soit inclusive, efficace. C'est une initiative démarrée en 2019 jusqu'à l'an 2023. C'est une vision stratégique pour souligner l'importance de la collaboration et l'inclusion de la communauté dans une gestion de la migration efficace. L'intégration est vraiment un thème multisectoriel, horizontal, qui s'occupe multiples domaines politiques et notre organisation met en œuvre, soutient toute une gamme de services et interventions ayant pour but le soutien à ceux qui arrivent dans toutes les phases de la migration, cherchant à sensibiliser les communautés hôtes. Je n'entre pas dans ces détails-là, mais en tout cas, cette présentation sera absolument partagée avec vous. Et là, vous avez toute une liste d'activités qui tout simplement vont à soutenir ce que j'ai dit. Finalement, nous avons ce qu'on appelle les accords bilatéraux sur la migration des travailleurs. Ne sont pas des instruments politiques et même pas des documents géographiquement restreints. Ils ont été conçus pour faciliter la mobilité de l'emploi à partir du XXe siècle. La popularité de ces accords est due à la souplesse et la possibilité de cibler des groupes spécifiques ou certains besoins spécifiques et réagir à fluctuations économiques et partager la responsabilité de surveillance de ces flux. La recherche tout récemment a mis en lumière qu'il y a des écarts en termes d'alignement entre les accords bilatéraux et les normes internationales qui ont été développées dans les décennies. Et donc, pour cette raison, l'OIM est en train d'élaborer une politique globale vraiment
qui puisse être considéré comme une norme générale pour toutes les questions régionales et interrégionales. Finalement, notre organisation pense que ces politiques sur la migration des travailleurs et les programmes sont nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail dans les pays de destination et d'origine. Cela veut dire faciliter justement l'alignement et la rencontre entre le travail et les compétences nécessaires, assurer la protection des travailleurs migrants, éviter le brain drain, éviter cette fuite, disons, des cerveaux, augmenter ce qui est le retour social de ces investissements dans l'éducation, faciliter l'intégration des travailleurs migrants dans les pays de destination, l'intégration dans les pays d'origine, assurer l'harmonisation de la migration des travailleurs avec les plans nationaux de développement d'emploi, lutter contre toute forme de racisme, xénophobie, stéréotypes contre les travailleurs migrants, évaluer la contribution de ce phénomène de migration des travailleurs pour le développement et contribuer à, disons, la mise en œuvre d'un courant de communication interrégionale. Je remercie tous les collègues. Je redonne la parole au rapporteur. Merci beaucoup. Alors maintenant, Makungu va nous aider avec la facilitation de la discussion. Mais avant cela, il y a peut-être quelque chose que Vincent et Charles peuvent ajouter. Alors, en attendant leur réponse, je voudrais que les participants puissent considérer la dernière question. Quels sont les défis à partir des informations que vous avez reçues? Quelles sont les difficultés par rapport au message clé sur les travailleurs migrants? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez tous les jours quand vous devez parler de ce phénomène, de ces travailleurs migrants? Les stéréotypes, la xénophobie, quelles sont les autres questions? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez par rapport aux travailleurs migrants et qui créent des difficultés par rapport à un juste reporting de ce phénomène? Je voudrais voir vos commentaires dans la boîte à conversation. Il faudrait en effet analyser certains domaines de recherche. Je voudrais donc inviter les participants à véritablement s'engager afin de créer une juste communication aussi avec nos rapporteurs et créer donc une discussion. Vous pouvez lever votre main si vous ne voulez pas écrire vos questions dans la boîte à conversation. Et maintenant, je passe la parole à Charles, si peut-être il a quelque chose à ajouter par rapport à sa présentation ou autre. Ashok lève sa main, donc je vais lui donner la parole presque dans l'immédiat. Tout simplement, Théo et l'autre collègue ont tracé un cadre général assez clair. Peut-être les difficultés que l'on voudrait analyser, c'est qu'est-ce qu'il faut considérer en termes de message qui doit être porté dans vos environnements? Quelles sont les difficultés à mettre ensemble plusieurs problématiques, perspectives régionales? Comment les rendre plus quotidiennes, pour ainsi dire? Disons, le niveau absolument local. N'hésitez pas donc à partager avec nous la réalité de vos jours sur la migration, sur les travailleurs migrants. Qu'est-ce qui se passe où vous êtes? Quels sont les défis pratiques que vous rencontrez par rapport aux sources d'information, problématiques liées au langage ou à la langue? Vous savez, nous sommes là pour vous aider en termes de stratégie, car en fin de compte, en termes de message,
Je pense que si l'on regarde les recommandations de Théo à la fin de sa présentation, le message clé que l'on voudrait voir ou qui est important est vraiment un message assez vaste, mais dans ce grand périmètre de thèmes, il faudrait identifier des petites histoires, disons, des, qui sont vraiment de temps en temps difficiles. Je ne pense pas que votre public voudrait tout simplement lire par rapport à quelque chose de très généralisé sur la migration dans la région SADC, mais plutôt, il serait intéressé à identifier des difficultés dans vos communautés et mettre cela en liaison avec des grands thèmes. Je vois que Ashok a levé sa main, peut-être. Merci, Charles. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Je voudrais partager la situation à l'île Maurice par rapport aux travailleurs migrants qui viennent des pays étrangers. On a vu une tendance ici dans les dernières 15 ans. C'est un phénomène, je dirais, à l'île Maurice, car dans le passé, les travailleurs migrants étaient dans les centres de production textile. Et donc, maintenant, tous les centres, le secteur informatique, financier, les travailleurs migrants viennent du Bangladesh, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique et même de l'Europe. Le problème ici est comment la population locale réagit par rapport aux travailleurs migrants. Comment rendre la population locale, faire en sorte qu'elle accepte ce flux de migrants, car le tout a leur avantage aussi. Deuxième problème, est-ce que les travailleurs migrants auraient le droit de même droits civils? Bien sûr, les droits en termes de travailleurs, c'est assuré par la loi, les conventions ratifiées. Mais les droits civils, les droits de faire partie d'un syndicat, participer dans le monde politique, avoir accès à la citoyenneté, le processus, autre problème. Et à l'île Maurice, les travailleurs des pays du Commonwealth, c'est dans la Constitution, les travailleurs qui sont du pays Commonwealth et qui travaillent pendant un certain nombre d'années auront le droit de vote, peuvent participer aux élections. Troisième problème, nous, en tant que journalistes, est-ce que nous devons présenter une image positive du travailleur migrant ou plutôt nous devons présenter l'image réelle telle qu'elle est, soit-elle négative, positive, bonne image, image négative. Quelle est notre responsabilité en tant que journaliste? Merci. Merci, Ashok, pour ces questions. Je pourrais commencer en donnant des idées et reprendre la troisième question et demander à Vincent et à Théo à répondre aux autres aspects. Et je pense que votre question est pertinente. C'est le défi de secours et la manière dont vous l'avez présenté est directe. Je dirais, est-ce qu'il faut présenter une vision altérée de la réalité ou il faut représenter une image positive de la migration? Oui, et de cette manière, on présente une partie altérée de la réalité. Mais en tant que journaliste,
je vous suggère de ne présenter qu'un aspect des choses à considérer et parler de la migration seulement quand vous avez une histoire positive, parce que sinon, vous n'agissez pas de manière professionnelle et vous présentez une partie limitée de la réalité. Mais si on revient à la présentation de Théo de ce matin, nous devons reconnaître que la plupart de la communication qui est réalisée sur la migration de main-d'œuvre dans les régions de la SADC et ailleurs tend à mettre trop l'accent sur les aspects négatifs de la migration de main-d'œuvre. Et donc, nous l'avons vu pour un certain nombre de raisons. Mais quand nous regardons, quand nous faisons les études de suivi, nous considérons une période de temps. Je l'ai fait dans les États arabes. Nous regardons la production des médias dans les années et nous regardons les phrases typiques des reportages, les histoires associées qui associent la migration, les migrants à la criminalité. Alors, dans ce cas, il y a une grande part de couverture. Alors, quel est le type d'information sociale à considérer? La plupart, dans la plupart de ces études, de ces cas, au Koweït et en Jordanie, les sources d'information qui communiquent sur cette question sont les autorités locales ou nationales ou les membres des partis politiques. Et alors, dans ce cas, nous avons trouvé que dans plus de 400 nouveaux segments sur une année, il n'y avait que 2 segments qui incluaient le travail des migrants comme source d'information. Juste pour vous dire que nous avons toute une partie de notre société, et je me réfère ici au Koweït et à la Jordanie, mais intéressant de regarder Maurice aussi. Nous avons une partie de la société qui contribue à l'économie, mais qui est sans voix quand il faut écouter leurs soucis et quand il faut parler de leur réalité. Et donc, je ne vous invite pas à dire regardons les aspects positifs, mais je dirais qu'à Maurice, qui parle de la migration de main-d'œuvre dans les médias, qui produit les récits, la narration. Est-ce que la production de la narration est équilibrée en termes de voix? Donc, c'est ma première recommandation. Ma deuxième recommandation est la suivante et concerne les défis principaux auxquels sont confrontés les travailleurs migrants en termes d'accès à leurs droits de base, à l'application de la législation et aux normes nationales ou internationales de travail. Est-ce que je peux trouver des histoires pertinentes qui illustrent les défis, qui montrent les défis? Et est-ce que je peux les proposer à mon public? En ce faisant, il n'est pas nécessaire d'avoir un reportage altéré parce que vous faites une analyse de la situation. Un exemple, on parle de l'accès aux droits civils et les travailleurs migrants dans certaines industries ont l'accès à former, ont le droit de former des syndicats. Si vous posez cette question, vous ne faites pas de portrait positif ou négatif des travailleurs migrants, mais vous parlez de la politique générale de Maurice. Est-ce qu'il y a des informations suffisantes, informations factuelles pour comprendre pourquoi il est important que les travailleurs migrants puissent avoir accès ou à former un syndicat? Et si la réalité est différente, pourquoi? Et pourquoi est-il important d'avoir des changements
Maurice a ratifié les normes internationales du travail qui obligent de donner l'accès à ces droits, peut-être. Et c'est le type de communication et de stratégie des médias que nous voudrions partager avec vous. Et quand vous faites ça, vous ne vous présentez pas en tant que, disons, personne qui fait le plaidoyer de la migration de main d'œuvre, mais vous dites en tant que société, nous avons besoin d'informations factuelles et de qualité de manière à prendre une décision informée et collective. J'espère que cela vous aidera à trouver la bonne voie, mais la pire chose pour vous serait de trouver des histoires qui s'adaptent à une narration existante. Vous devez identifier les défis et collecter les histoires qui montrent la réalité au sein de l'expérience des travailleurs migrants et des autres citoyens de la société. Oui, merci Charles. Nous ne faisons pas le plaidoyer en tant que journaliste, mais c'est juste la bonne perspective qui est importante, comme vous dites. Merci Charles. Je vois que Théo a levé la main. Oui, Théo, tu as la parole. Merci. Merci Makongo. J'espère que nous serons à même d'écouter plus de participants. Et donc, j'encourage les personnes à parler en ligne avec ce que Charles a dit tout à l'heure sur le contexte local. Quel est le contexte sur la base du contexte de secours du travail des migrants dans votre pays? Je vous encourage à partager des informations qui seront utiles pour notre session de ce matin. Comme vous devez lutter, par exemple, contre une perception négative ou s'il y a un niveau d'équitabilité, équitable, pardon, disponible au sein des médias, une situation, un contexte neutre, ou si vous pensez qu'il y a une perception négative dans votre pays, ou s'il y a déjà une perception positive dans votre pays. Je dois dire que il ne faut pas avoir des histoires a priori sur les histoires migrants. Je suis tout à fait d'accord avec Charles. Nous ne devons pas présenter une image positive par définition. La chose importante est en ligne avec, disons, conforme à ce que Charles a évoqué tout à l'heure. Nous voulons un niveau équitable. Nous voulons donner des informations factuelles sur, par exemple, la possibilité pour les migrants d'avoir une voix importante, comme pour les travailleurs non migrants, avec les syndicats. Et donc, les travailleurs migrants se trouvent peut-être confrontés à des défis dans vos pays. Je pense que c'est le point de départ pour le message des médias. Il y a quelque chose qui a été mentionné en ce qui concerne Maurice dans le contexte du projet que nous avons. Nous avons déjà commencé une partie du travail et une partie du travail à Maurice concernera les informations factuelles et toutes les contributions pour les travailleurs migrants dans le pays. Et donc, il y a ces informations factuelles empiriques qui sont disséminées de manière adoptée, de manière qu'elles soient compréhensibles pour les non-experts, de manière à aider à atteindre un niveau équitable, même en termes de perception
des travailleurs migrants à Maurice. The aim cannot be to project some positive image that is not informed Euh, by actual information, by actual Il y a également donc des effets positifs qui peuvent présenter la situation. La perception négative est renforcée sans information. Je pense donc que le message important qu'on veut voir est le message basé sur les faits, sur les preuves. Il y a d'autres histoires que les participants veulent partager sur la situation des médias dans leur pays, les défis auxquels ils se trouvent confrontés dans les différents pays. Et j'ai une question. Est-ce que vous devez lutter contre la perception négative ou est-ce que ça concerne le niveau équitable? Merci beaucoup, Théo. Nous voulons ne pas mettre les travailleurs migrants d'un côté, mais nous voulons changer la perception. Et nous voulons voir quel est, par exemple, le côté négatif de la perception. Donc, nous voulons vraiment écouter vos histoires, vos défis dans vos pays. Et qu'est-ce que les médias font en termes de migration? Alors, juste pour revoir une discussion, mais je vois qu'il y a une question de Nouroudine. Mais je vois la main levée de Vincent. Et alors, je passe la parole à Vincent et après, je reviens à la discussion. Merci, Makongo, et bonjour à toutes et à tous. Je trouve cette discussion très intéressante. Nous avons commencé la dernière semaine, lundi, et nous avons parlé de l'opinion publique, du changement de perception à l'égard des migrants et des travailleurs migrants en particulier. Et la discussion que nous avons maintenant concerne une question encore plus importante. Et ce n'est pas limité au rôle des médias, ce que les médias devront faire. Je pense qu'il est important de comprendre de quoi nous parlons dans un contexte plus ample en ce qui concerne les différentes histoires de migration. Donc, je voudrais parler de la perception disons, je voudrais parler et dire qu'il s'agit d'un des défis principaux. Dans la présentation, on a parlé de la qualité concerne les travailleurs migrants et les travailleurs locaux. Mais il y a une tension importante entre l'aspect inévitable de la migration de main-d'œuvre. Et la migration de main-d'œuvre va augmenter. La migration donc de main-d'œuvre est inévitable, oui. Nous pouvons être d'accord sur ça. Mais les gouvernements ont l'autorité souveraine. Nous avons le droit de décider. Et donc, nous devons dire que la migration est une réalité, mais les autorités ont le pouvoir de prendre des décisions vis-à-vis de la migration. Et donc, nous trouvons très souvent que les gouvernements disent oui, la migration peut être réelle ou pas, mais nous, en tant que gouvernement, nous allons prendre ces. Alors, comment gérer tout ça? Et nous arrivons au droit de citoyenneté, c'est-à-dire les gouvernements
font le plaidoyer de cette position. Dans beaucoup de politiques, les gouvernements utilisent la phrase « les citoyens d'abord ». Et donc, la migration est une réalité, il faut le reconnaître. Et les réponses du gouvernement, quelles sont? Nous allons prendre nos décisions. Dans ce type de défi, surtout dans les États membres de la SADC, même quand il y a un accord au niveau de SADC, que tous les États membres doivent développer et mettre en œuvre des politiques spécifiques en matière de migration de main-d'œuvre. Seulement 5 ou 6 États ont cette politique. Et maintenant, il y a un débat en cours. Et nous voyons l'essence vraiment de ces politiques. Et cela contribue à un sens de confusion parce que difficile d'évaluer quels sont les droits des migrants dans un certain pays parce que cela n'est pas exprimé directement. Et différents départements du gouvernement, différentes institutions ont leurs idées en ce qui concerne le droit des citoyens. Et donc, nous posons cette question. Est-ce que les travailleurs migrants ont des droits qui ont été violés? Mais ils disent, comment vous savez ça? Quelles sont les politiques? Et donc, il faut recourir aux normes internationales du travail, à d'autres instruments. Nous pouvons nous référer en général aux droits de l'homme, mais il y a des politiques spécifiques mais disons difficiles de faire une évaluation et de voir comment, en tant que gouvernement et société, nous avons des droits en termes de travailleurs migrants. Et je passe à mon troisième point. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours. Quand on commence à parler d'histoires plus positives sur les travailleurs migrants, nous sommes vus comme quelqu'un qui fait le plaidoyer pour les droits des travailleurs migrants. Nous sommes accusés d'être contre les citoyens et de promouvoir les droits des migrants. Mais il faut protéger les droits des travailleurs migrants. Alors, comment assurer un équilibre pour ne pas montrer qu'on préfère les travailleurs migrants? Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'une question ou je demande aux participants de considérer ça. Étant donné le contexte, comment relever ce défi? Comment répondre à la réalité en cas d'absence de politique, de citoyenneté, quand ils sont négligés? Donc, il faut promouvoir une image positive de la migration, mais en ce faisant, dans un contexte incertain, et Charles l'a déjà dit, il faut prévoir des informations factuelles. Dans le travail que nous avons réalisé sur les droits des travailleurs migrants, les réponses des citoyens sont souvent, mais je suis confus. Donc, nous essayons de dire que les migrants ont des droits, mais ça semble qu'on ne parle que des migrants. Donc, c'est un défi important. Nous devons assurer un équilibre entre les droits des migrants, quand on fait le plaidoyer des droits des migrants, et des nationaux. Et donc, la migration est bonne pour nous. La migration contribue à notre économie.
Mais si nous continuons de dire ça, nous n'allons pas trop loin. Il faut présenter les histoires des migrants, comme il faut présenter les histoires des citoyens aussi. Parce que sinon on peut être considéré comme des gens qui donnent une priorité, une préférence à un certain groupe plutôt qu'un autre groupe. Les migrants contribuent à la société, à l'économie. Nous avons un tribunal anti-xénophobie et quand nous avons invité des citoyens à des ateliers, les réponses ont été, mais vous essayez de nous dire que nous sommes des xénophobes. Non, nous ne sommes pas de xénophobes. Et donc, si on a cette attitude, alors les citoyens, disons, acquièrent une attitude négative. Donc, notre stratégie a été ne pas parler de l'attitude anti-xénophobie, mais de parler du développement des programmes pour les droits humains. Nous avons parlé de quels sont les droits de tous les citoyens, de toutes les personnes qui vivent dans les pays et des droits spécifiques, par exemple, dans ce cas, des migrants. Les réponses ont été comment alors avoir la sûreté que si on donne ces droits aux migrants, nous gardons nos droits? Donc, il faut considérer également le contexte et de comment nous assurer que nous ne lançons pas de défis à l'égard de nos citoyens. Mais il ne faut pas passer ce message que vous êtes méchants, que les citoyens sont méchants. Et donc, le défi pour les médias et les praticiens est comment gérer ce problème d'information dans le pays, comment gérer les perceptions des gens et comment présenter des informations qui peuvent vraiment changer la mentalité des personnes en matière de migration. Parce que sinon, on n'arrive pas loin, on n'arrive pas à changer la mentalité. Je voudrais écouter les commentaires de nos participants. Comment changer les perceptions des personnes quand on donne les informations factuelles, quand les actions sont négatives? Donc, il ne faut pas également créer une confusion avec les faits. Donc, nous pensons, par exemple, nous écoutons les instincts, c'est quelque chose que les citoyens peuvent dire. Alors, comment influencer les personnes en matière de perception en ce qui concerne leurs opinions, en ce qui concerne les normes internationales du travail, en ce qui concerne les études menées? Je ne suggère pas que nous ne devons pas arriver à ces conclusions, mais il faut comprendre le contexte. Et donc, nous devons développer une approche qui puisse tenir compte de bonnes informations parce que sinon, on n'arrive pas à faire la différence. Merci beaucoup, Vincent. Et quand nous menons ces recherches et ces engagements, je pense qu'il y a également la question qui est très importante
de Jane en ce qui concerne, par exemple, la recherche menée en Afrique du Sud, comment les migrants contribuent à l'économie. Mais il y a des commentaires sur est-ce que les locaux créent les emplois que les autres prennent. Il y a une séparation également entre les faits, la réalité et la perception des citoyens. Mais maintenant, je pense qu'il y a deux commentaires sur la communauté des médias et il y a des défis qui concernent la pertinence des histoires et les ressources. Et il y a une question également sur la disponibilité des experts au-delà de ce cours de formation. Nous sommes disponibles et nous pouvons vous donner les ressources dont vous avez besoin pour créer une histoire avec les informations, avec les faits, avec la documentation utile juste pour avoir un équilibre. Et au-delà de cette formation, nous serons disponibles pour vous aider et je voudrais dire à tous les participants, il y aura la phase 3, on demandera aux participants d'écrire les histoires d'engagement dans la formation. Et on demandera aux participants d'écrire des histoires pour produire donc des histoires pour la radio, la télévision. Et nous serons disponibles dans les 2 semaines de production de ces histoires. L'OIT, l'OIM seront disponibles pour vous aider en cas de questions. Et il y avait un autre commentaire. Se trouve au Zimbabwe. Alors, les rapports sur les migrations, eh bien, le contexte, qu'est-ce qui est dans le contexte pour enrichir vos articles. Ensuite, elle nous parle de l'abus sur les travailleurs migrants. C'est quelque chose qui s'avère depuis longtemps. Et comment les soutenir dans ce sens? Comment arriver à la protection ou éviter le sous-paiement? Je donne la parole aux experts. Comment soutenir donc les migrants qui subissent des abus ou peut-être un abus concernant le salaire? Charles, Vincent, tous ceux qui voudraient prendre la parole. Eh bien, je voudrais commencer, bien sûr. Merci. Alors, pour faire référence à quelques points que j'ai vus soulevés par Vincent, qui étaient très importants, je voudrais aussi voir s'il y a peut-être des opinions de la part des participants concernant ce que Vincent a dit. Il disait que il y a des gens auxquels vous pouvez donner des faits, des chiffres et qui vont répondre « Ah non, 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 je ne veux pas faire de la confusion. J'ai déjà pris ma décision. » Oui, cela est vrai. Cela peut se passer par rapport à la perception des gens sur les travailleurs migrants. Et même concernant la politique en général, et les gens votent pour un certain parti politique et soutiennent, en dépit de tout ce que ces politiciens vont dire.
c'est-à-dire rien ne va changer leur opinion. En même temps, on a déjà vu, même dans la politique, que les victoires par rapport à un autre parti politique nous suggèrent qu'il y a une partie des votants qui a changé son opinion, qui a été là, surveillant les informations, ce que les partis politiques étaient en train de faire. Même chose pour ce qui concerne les perceptions sur le phénomène de la migration. Bien sûr, pas tout le monde va changer son opinion, mais il y a pourtant des groupes qui sont plutôt ouverts, qui est influencé par certaines informations et le groupe cible, les médias, dans ce sens. Si vous voulez vraiment passer de nouvelles informations, ceux qui nous disent non, non, je ne vais jamais changer mes idées, je ne suis pas tellement sûre que c'est un groupe important. J'aime penser qu'il y a une majorité silencieuse qui très volontiers va absorber certaines informations, toutes les nouvelles, y inclut les informations venant des médias. Donc, j'espère qu'il y a possibilité de faire des pas vers l'avant. Et par rapport aux situations des travailleurs migrants, voilà le rôle majeur que les médias peuvent jouer. Raconter avec leur reportage honnête sur ce qui se passe en réalité, ce que vous faites avec les informations que vous avez. C'est vraiment important. Dans les médias, si quelque chose est traité par les médias, peut être une raison importante afin que les autorités commencent des recherches, des investigations, planifient, cherchent à améliorer les choses. Et le rôle est important aussi au sein des organisations internationales. L'OIT travaille avec les organisations des employeurs et des travailleurs. Si les organisations des travailleurs présentent des rapports, eh bien, cela est très important. Les organisations des travailleurs peuvent vraiment porter à l'attention de l'OIT certaines matières, certains sujets qui seront par la suite débattus au niveau international. Donc, certaines problématiques ont été véritablement découvertes. Et donc, ils peuvent devenir des agents du changement. Il n'est pas simple d'aller de l'avant et il est difficile de dévoiler certaines nouvelles sans aucune accusation en particulier vers des tiers. Tout simplement, il faut soulever une certaine question et cela peut être déjà extrêmement utile et je vois un rôle majeur des médias. Et c'est vrai par rapport aux travailleurs migrants, mais par rapport au monde du travail en général. Donc, les médias ont un rôle important à jouer, c'est-à-dire de mettre en lumière ce qui se passe. Je m'arrête là. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires de la part des experts? Autrement, je voudrais passer à la deuxième question qui dit utilisons donc l'Afrique du Sud et les problématiques entre les travailleurs migrants est toujours là. Quoi faire si les citoyens pensent que leur travail a été volé par les migrants et surtout concernant le fait qu'il y a de petites activités qui sont aujourd'hui de propriété des migrants. Et les vieux propriétaires, c'est-à-dire les citoyens, ont dû fermer les portes de ces magasins, de ces petites activités. Quoi faire
si avec mes observations en général, je vois que la majorité des migrants ont des activités, il y a beaucoup de chômeurs qui font partie de la population d'origine. Et donc, comment s'en sortir de cette situation? Donc, partagez toutes vos idées, vos opinions à ce propos. Oui, bien sûr. Je voudrais utiliser la question de Jane qui concerne un exemple spécifique. Oui, beaucoup de plaintes de la part des habitants de l'Afrique du Sud. Tous ces travailleurs migrants nous volent les emplois. On a fait une recherche et on a conclu que, en effet, ce phénomène de ces petites activités peut être semblable et essentiellement tout ce mouvement de petits magasins, petites activités était démarré par ces travailleurs migrants qui se sont occupés d'activités que personne ne voulait faire. Donc, cette journaliste a obtenu des infos factuelles. Et peu importe, disaient les habitants, là, il y avait des opportunités, ils nous ont volé ces opportunités. Ce n'était pas tellement un succès par rapport au changement de l'attitude, mais il y a un autre projet. Oui, je comprends vos préoccupations. Et donc, vous pensez que les opportunités ne sont plus là, mais on a préparé une sorte de partage des compétences entre petits propriétaires de petites activités, de propriétés de travailleurs migrants étrangers et les citoyens. Donc, ils ont commencé à travailler, pour ainsi dire, ensemble, créant des liaisons dans plusieurs parties du pays. Il y a maintenant de la collaboration. Voilà cet exemple de collaboration. Nous avons commencé avec cette formation et on a déjà atteint un certain niveau de succès. Ils travaillent ensemble. Et donc, ce qu'il faut introduire, c'est non seulement les rapports des conflits sur les conflits, mais les analyses positives. Donc, le fait de dire il y a des propriétaires étrangers qui ont du succès, tandis que les natifs n'ont pas du succès. Non, il faut collaborer et travailler ensemble. Donc, le point que j'avais soulevé, non seulement faut-il présenter des faits et des événements, mais il faut analyser la valeur des informations pour dire voilà ce qu'on sait, voilà nos connaissances. Et c'est bien pour nous. Donc, les analyses des données statistiques, de faits, cela vraiment aide à changer l'attitude et la mentalité de nos publics. Il faut éviter les erreurs du passé. On pensait que tout simplement, en donnant des infos alternatives était suffisant. Et non, il n'est pas suffisant. Il faut aussi analyser les informations et démontrer comment tout cela a réussi à faire la différence. Et c'est très important. Voilà comment on change l'attitude et la mentalité des personnes, car ils maintenant peuvent voir comment les informations qui lui arrivent portent à des conclusions différentes, meilleure compréhension. Ce n'est pas automatique, absolument pas. Les travailleurs étrangers, le fait qu'ils créent des emplois, ce n'est pas suffisant, absolument pas, pour convaincre les citoyens. Merci beaucoup, Vincent. J'espère que Jane a reçu une réponse. Y a-t-il d'autres collègues qui ont quelque chose à ajouter par rapport à cette question ou ça va en termes de réponse et on passe à la prochaine? On a couvert le tout. Question, on dit, je me trouve
dans la deuxième plus importante ville au Zimbabwe et ma préoccupation concerne le libre mouvement des personnes, le protocole qui, selon une présentation des États membres, bon, seulement 4 pays l'ont ratifié. Alors, ma préoccupation concerne le libre mouvement de personnes selon le protocole SADC, qui, selon la présentation, voit que seulement 6 pays ont ratifié. Ma question donc, comment donc la pression des médias sur les États membres pour la ratification peut agir et donc arriver à créer une sorte d'assistance de la part des médias afin que ces protocoles puissent être tous ratifiés, portant des avantages. Il y a quelqu'un qui désire prendre la parole. Oui, je peux dire quelques mots. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Cela revient à l'une des questions que j'ai soulevées dans la présentation au début, soit au niveau de l'Union africaine, au niveau SADC. Certains engagements ont été pris qui non nécessairement sont en ligne avec ce qui se passe dans les pays. Ces protocoles sont un exemple, je pense, à cet égard. Les pays sont encore en termes de absorber ce qui a été agréé, ce qui a été accepté au niveau international. Et donc, le tout a à voir avec tout un nombre de problèmes. Par exemple, certains pays cherchent à créer les bonnes politiques et les mettre en œuvre. Donc, non seulement donc pour le développement d'accords internationaux, mais la mise en œuvre, je dirais, de politiques pour la migration de la main-d'œuvre. L'environnement politique n'est pas encore conforme par rapport à la mise en œuvre des protocoles internationaux et je pense qu'il y a règles, conditions bureaucratiques qui doivent être ajustées avant que les pays puissent passer, disons, à la prochaine étape. Les pays doivent faire face à des oppositions politiques à l'intérieur du pays par rapport à la ratification de certains instruments internationaux. Bien sûr, ce sont des processus politiques qui sont en train de se déployer dans chacun des pays concernés. Je pense aussi que non pas tous les pays sont conscients par rapport à ce que la recherche a démontré en termes d'avantages, en termes de potentiel de la migration, potentiel avantageux, positif pour leurs économies. Et la recherche empirique sur les faits, les événements concernant la migration, non nécessairement sont connus et sont déjà partie des connaissances du monde politique. Donc, de temps en temps, il y a des partis politiques qui cherchent à convaincre les autres partis politiques à véritablement élargir le champ de connaissances concernant aussi la recherche disponible. Un des aspects de la recherche est que n'attire pas tellement l'attention, comme Vincent l'a dit, c'est-à-dire l'impact de la migration en termes d'innovation. Il y a beaucoup de recherches qui démontrent que la diffusion de l'innovation, la diffusion des idées associées avec la migration est importante. Certaines idées sont développées dans un pays et sont transférées par les migrants, par les communautés des migrants dans un autre pays. Et grâce au fait que la migration a un fait physique, un mouvement d'un pays à l'autre, et un certain nombre de pays ont déjà des programmes de formation pour faire en sorte que les communautés locales puissent s'avantager par rapport aux compétences qui sont portées, qui sont transférées par les travailleurs migrants dans certaines régions.
et qui constitue un avantage, une positivité pour le pays d'accueil et pour ce flux de migration. Je pense que ce sont là des domaines très intéressants et importants à mettre en lumière, à illustrer sur les médias, aussi en termes de résultats généraux des recherches dans ce secteur, résultats qui ne sont pas tellement compris et connus. Et je pense au contraire qu'ils sont des instruments majeurs pour préparer un agenda valable sur la migration dans les régions pays SADC et au niveau du continent. Merci. Merci. Je suis d'accord avec ce que les rapporteurs ont dit. Le partage des informations, de temps en temps, les informations ne sont pas là. On espère vraiment que cette formation sera et constituera l'un des instruments utiles pour vous en termes aussi de formation, de meilleures informations pour transférer par la suite ces messages aux communautés. Je ne vois pas d'autres questions dans la boîte. Si vous avez encore une toute dernière question, nous sommes ouverts. Levez vos mains, écrivez la question dans la boîte à conversation. Je demande aux reporters s'ils ont quelque chose à ajouter par rapport à la discussion sur ce sujet. C'est le moment le meilleur pour ajouter quelque chose. Sinon, Charles, c'est tout simplement un récapitulatif sur les messages clés d'aujourd'hui concernant les travailleurs migrants et la migration de la main-d'œuvre et toutes leurs problématiques. Je vois une main levée. Abibo, oui. Merci beaucoup, Mkongo, chers collègues, chers participants. Je pense que tout simplement, il faut encore une fois dire que c'est une opportunité pour commencer d'autres rapports entre nous-mêmes, nos organisations et aussi les membres des médias. Pour revenir à la question, donc, sur la disponibilité de nos experts, eh bien, la réponse est un grand oui. Bien sûr, on encourage tous les contacts. C'est l'opportunité de se mettre ensemble, nous aider, nous entre-aider pour comprendre à fond ces questions si importantes et comprendre comment créer des enveloppes, disons, d'informations concernant les faits afin qu'ils puissent être digérés, entre guillemets, par tous les représentants des médias et qui, par la suite, seront transférés au public d'une façon complète en termes aussi de diffusion et communication. Merci beaucoup. Merci, Abibo. Yes, in caps lock, that we really want the media to be. Oui, bien sûr, on veut créer des partenariats avec les médias. On veut créer des relations solides pour ce qui est de la diffusion des nouvelles sur la migration et la migration de la main-d'œuvre, naturellement sous l'égide du projet SAM. Les médias sont nos partenaires d'élection, sont des acteurs primaires. Je demande à Charles de bien vouloir nous donner une liste de messages clés concernant la session de ce matin. Merci, Makongo. Écoutons, vous et Abibo, je me rappelle du pouvoir de la collaboration et des environnements divers. Le simple fait d'avoir le projet SAM, cela veut dire une collaboration énorme entre des agences différentes qui pourraient être, par exemple, il serait plus simple que toute agence travaille en isolement. Et donc, laissons les individus en dehors de l'organisation. Mais
quand il y a toute cette diversité de compétences différentes, et le tout devient une collaboration extrêmement puissante. Et c'est vraiment le message de base que je veux transférer et que je veux illustrer. Message clé que je peux vous présenter à partir de la présentation d'aujourd'hui. La migration de la main-d'œuvre est un fait, c'est une réalité qui est là et restera là. Non nécessairement doit-elle être vue comme un défi. C'est tout simplement une réalité, un fait. Cela fait partie de la réalité. Notre défi est celui de inclure cette partie de la réalité dans nos vies de tous les jours, dans nos communications. Un commentaire de Vincent, de son expérience, les histoires qu'il a partagées, cette idée qu'il ne faudrait pas individualiser ou, disons, pointer du doigt une certaine communauté, car une partie du problème aujourd'hui est l'opposition des communautés l'une contre l'autre. Et ici, je pense que le thème des vaccins était très intéressant comme phénomène. Tout un nombre de pays avaient des politiques tendant à l'exclusion des migrants de toute activité publique, politique publique, cherchant à comprendre quoi faire avec les vaccins, car eh bien, ils sont parvenus à comprendre que les vaccins sont vraiment quelque chose de fondamental pour toute la population pour résoudre un grand problème. Donc, il faut vraiment voir la société comme un unicum, comme une seule entité. Et d'après les questions que j'ai vues, je pense qu'il y a une demande, plutôt, oui, une demande, disons, de la part des journalistes dans la salle, d'avoir un accès plus facile aux compétences, aux connaissances locales et aux experts locaux. Bien sûr, vous pouvez obtenir un meilleur accès à ce qui existe déjà, mais vous, en tant qu'expert, vous pouvez partager vos expériences, vos compétences. C'est l'idée qui est à la base de tout projet régional. Il faut voir les situations sous différents angles, perspectives, même régionales. Il y a une semaine, dans une présentation, je suggérais l'idée que quelqu'un de vous pourrait se spécialiser, oui, et donc investir un tout petit peu de temps, d'énergie pour comprendre à fond ce thème, ce problème. Et j'espère que les présentations de la semaine dernière et aujourd'hui ont su vous suggérer que c'est un thème très intéressant et donc il faudrait améliorer vos connaissances dans ce sens, dans ce domaine. Très probablement, vous allez devenir une source d'expérience et je n'ai aucun doute sur ce que Abiba a dit, etc. Les collègues sont toujours à votre disposition pour vous fournir des informations, des idées. Je pense que, bien sûr, toutes les ressources que nous avons partagées, ce sont des ressources publiques. Les experts, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent un accès, disons, accéléré par rapport à ces ressources qui existent déjà, qui sont là déjà, qui sont disponibles à l'avenir. En tant que membre d'une communauté de praticiens, en tant que journaliste, communicateur, vous pouvez tout simplement utiliser le pouvoir de ces instruments que l'on a à disposition aujourd'hui pour améliorer vos reportages, votre accès aux histoires et aussi, ce qui est très important, et on ne le voit pas tellement aujourd'hui, donner de la profondeur, une dimension nouvelle à vos histoires. C'est beaucoup plus simple pour les journalistes venant de tous les pays de préparer des reportages de migration sur les flux d'un pays à l'autre que le faire de façon individuelle. Et pour les lecteurs, cela donne beaucoup plus d'impact. Donc, lire les mêmes histoires plutôt
cibler un public. C'est une invitation. Cherchez à cibler, reviser la façon dont vous produisez vos contenus. Encore plus important, la façon dont vous communiquez à votre public et cherchez de nouveaux publics. On est dans un temps où l'information est constamment mise en péril, pour ainsi dire, et fragmentée de temps en temps, mais nous avons maintenant beaucoup d'opportunités. Donc, j'espère vraiment qu'à travers ces 2 semaines de cours, et non seulement vous allez augmenter votre niveau de connaissance, mais avec les participants qui sont ici dans la salle, dans la boîte à conversation, qui partagent leurs expériences, vous pouvez identifier des points de contact avec qui créer de nouvelles histoires très intéressantes. Et voilà, c'est tout pour ce matin, pour les messages clés, mais je remercie en tout cas les experts, bien sûr, de leur temps, participation, et je remercie vous tous et toutes qui avez participé de façon active. C'était un véritable plaisir. Merci. Merci, Charles. Et oui, je remercie un grand merci à nos experts et qui nous ont donné toutes ces informations. Merci aux participants et merci de votre engagement, de vos questions, contributions. Cette session était véritablement intéressante. Et je voudrais répéter ce que Charles dit par rapport à la collaboration. Et on peut donner des explications par rapport à la plateforme et on a cette pause au café virtuelle. Non seulement vous pouvez poser des questions à nos experts, mais vous pouvez aussi vous engager en termes de communication, échange de contenu, idées, collaboration, surtout dans les pays où il y a des rapports très étroits. Disons, les pays les plus importants par rapport au flux migratoire de main-d'œuvre. Donc, vous pouvez véritablement prendre contact et collaborer. Donc, j'encourage tous les participants que même après cette session, vous aurez l'accès à la plateforme pendant toute la journée. Donc, vous aurez la possibilité de rendre visite virtuelle. Si vous ne pouvez pas le faire, maintenant, vous pouvez passer à cette station, pour ainsi dire, pause café, où vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Je vous remercie encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui. La prochaine session sera mercredi prochain. Dans cette session, nous allons nous focaliser sur la migration irrégulière et le trafic des êtres humains. Et donc, non seulement donc la migration de la main-d'œuvre, mais aussi les questions liées au travail décent et donc tout ce qui est lié au monde du travail. Et on va parler du trafic, on va parler véritablement de questions très, très sensibles, sera facilité par le SC2, etc. Les experts, disons, dans ces thèmes sur le trafic, etc. Merci beaucoup pour tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je donne la parole à Fernando pour les remarques finales. À vous la parole. Vous avez parlé du forum. Je voudrais tout simplement partager pendant 1 minute. Et comme si quelqu'un a quelques doutes, c'est toujours important d'avoir un petit regard sur cette plateforme. I guess you are seeing my screen, right? So this is the campus. Vous voyez ici le e-campus. Vous voyez, quand vous arrivez à la page du cours, vous devez aller sur la partie qui correspond à notre cours. Vous cliquez et ici, vous avez le café virtuel. Et si vous allez ici sur les sessions, vous trouverez les présentations des sessions précédentes. Et ici, sur le café virtuel, ici, vous avez notre forum. Vous avez les sujets de discussion
Ici, vous pouvez poster et répondre aux commentaires des autres personnes. C'est un espace où on peut garder active notre conversation. Vous pouvez donc venir ici et voir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup à tous les présentateurs, merci aux organisateurs, aux interprètes. Et comme Makungu l'a dit, notre session prochaine sera mercredi à 8h30. Bonne semaine et on se revoit à mercredi. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir de la part des interprètes aussi.